Bonjour, voici l'interprétation du thème de la pleine lune. Pleine lune du 12 décembre 2019, 5h13 du matin. Ça, c'est l'heure GMT, Greenwich Mean Time. Donc, par rapport à votre lieu de naissance, comme d'habitude, pays de naissance, heure légale dans votre naissance, différence horaire avec le GMT, vous permettra de déterminer l'heure précise de cette pleine lune, de manière à pouvoir établir un thème astral complet avec un ascendant, des maisons, qui vous donneront des informations intéressantes supplémentaires en ce qui concerne la tendance de cette période pour vous, et surtout aussi peut-être en comparaison avec votre propre thème astral, ce qui sera utile aussi pour établir des connexions entre les différents éléments qui se trouvent dans ce thème et évidemment ceux qui se trouvent dans votre thème natal. Voilà. Donc elle va se produire, cette opposition Soleil-Lune, hein, le Soleil étant ici, la Lune étant en face, et la Terre étant au milieu. Donc, en fait, c'est cette raison, c'est ce phénomène, disons, astronomique qui permet de dire que voilà, il s'agit d'une pleine lune. Il y a ce qu'on appelle une opposition entre ces deux astres. La Lune est d'un côté de la Terre, le Soleil est de l'autre, et il l'éclaire complètement, ce qui lui permet, ce qui vous permet de la voir, ce qui nous permet, moi aussi hein, d'ailleurs, de la voir comme ça, hein, comme un grand cercle jaune, et non pas comme ce quartier qui est dessiné ici et qui est le symbole en fait de la Lune en astronomie et en astrologie. Elle se produit dans le signe des Gémeaux, enfin la Lune se trouve dans le signe des Gémeaux, le Soleil évidemment en face dans le signe du Sagittaire. Donc les signes principalement concernés par cette pleine Lune sont Gémeaux et Sagittaire. Facile, hein? Mais en fait il y a dans cette opposition une complémentarité. Car les signes opposés sont par définition complémentaires dans le sens où ils appartiennent à des éléments qui le sont complémentaires. Et là, on est dans un signe de feu avec le signe du Sagittaire et dans un signe d'air avec le signe des Gémeaux, l'air et le feu étant évidemment compatibles et complémentaires. Ils ne peuvent d'ailleurs pas se passer l'un de l'autre. Hein. Le feu ne va pas très loin s'il n'y a pas d'air. Mais, vous voyez cette dissonance ici avec Neptune qui est dans un signe d'eau. L'eau et le feu, ça ne cohabite pas très bien. L'eau et l'air, certes il y a de l'eau dans l'air et de l'air dans l'eau, mais si vous essayez de mélanger de l'air avec de l'eau, vous allez obtenir de l'eau, puisque l'air va s'échapper et disparaître, à vos yeux tout au moins. Nous avons ici une dissonance avec Neptune, effectivement, le Soleil et la Lune sont en dissonance avec Neptune. Alors, ça a un sens, évidemment. L'opposition met en opposition deux énergies qui s'opposent. Voilà. Donc cette notion d'opposition, d'ailleurs, on la retrouve en politique. Hein. Elle est normale, logique, incontournable dans une société démocratique, bien évidemment. Donc cette opposition peut être constructive, c'est-à-dire qu'il faut trouver un terrain d'entente. Et ce terrain d'entente va se situer entre la quantité de feu, disons, qu'on va mettre au service de ce qu'on va faire, et la quantité d'air également. Donc le feu, c'est l'action, et l'air, c'est la réflexion. Parce que le signe des Gémeaux, en plus, est représenté par Mercure, hein, qui représente la capacité de réfléchir et d'analyser les choses, de préférence, de façon, comment dirais-je, constructive, efficace, réaliste et pragmatique. Mais on a Neptune qui est au pendant des deux. Donc Neptune devient, en quelque sorte, hein, on peut dire, l'arbitre de cette opposition. Seulement, Neptune, qui est en plus dans son signe, donc très fort, puisqu'il est chez lui, va avoir une tendance, en fait, en termes d'arbitrage, à semer plutôt la confusion qu'autre chose.
Ce qui veut dire qu'il sera peut-être un petit peu plus compliqué pour certains d'entre nous, plus que d'autres évidemment, comme toujours, de trouver le terrain d'entente entre ces deux énergies qui s'opposent. Donc d'un côté, on a, encore une fois, l'action, qui est représentée par le signe du Sagittaire, signe de feu, et de l'autre, on a l'air, c'est-à-dire la pensée, la réflexion, qui est représentée par le signe des Gémeaux. Attention, parce que le signe des Gémeaux est représenté par Mercure en astrologie. C'est ce qu'on appelle le maître du signe des Gémeaux. Il est là, Mercure. Il est en Sagittaire. Il est donc dans le signe où le Soleil se trouve au moment de cette pleine lune. Et comme cette pleine lune est placée, comment dirais-je, sous la maîtrise, sous la dominance, ou la dominante de Mercure, puisque la lune est en Gémeaux, signe représenté par Mercure, le Soleil, lui, est en Sagittaire, signe représenté par Jupiter, qui se trouve ici, au début du signe du Capricorne. Jupiter est entré dans ce signe le 3 décembre. Dans la nuit du 2 au 3 décembre, heure GMT, toujours bien sûr pareil. Donc le fait est que le lien entre Jupiter et Mercure est important, car il y a ici ce qu'on appelle un demi-sextile. C'est-à-dire qu'il y a 30 degrés, à peu près 28 ici, qui séparent ces deux éléments. Et pour moi, bien que la tradition veuille que le demi-sextile soit un aspect positif deux fois moins fort que le sextile qui fait 60 degrés, étant donné que le demi-sextile n'en fait que 30, le pauvre, et le sextile est 2 fois moins fort que le trigone, qui en fait 120, donc encore le double, etc. Enfin, etc. Non, ça s'arrête là, en fait. Mais pour moi, en fait, les signes qui se suivent, dans ce cas, on a le Sagittaire et le Capricorne, n'appartiennent pas à des éléments compatibles et complémentaires spontanément. Certes, ils cohabitent sur cette terre, évidemment, le feu et la terre. La terre est représentée par le signe du Capricorne, le feu par le Sagittaire. Donc, s'il y a un désaccord possible entre ces éléments, c'est parce qu'ils ont du mal à se mélanger l'un à l'autre pour former en fait quelque chose de cohérent, une synthèse cohérente, une synthèse homogène, comme on l'a par exemple quand on mélange de la terre avec de l'eau. Hein. On obtient de la boue, on obtient un mortier, on obtient l'argile qui sert à fabriquer, à construire, à créer ou à sculpter. Donc ici on a un potentiel quand même de dissonance, c'est-à-dire que Mercure représente notre mental, rationnel et ce qu'on va en faire, et Jupiter représente ce que l'on souhaite obtenir. Donc c'est le côté peut-être un petit peu opportuniste, c'est le côté aussi excessif dans le sens de l'ouverture qu'on peut envisager ou qu'on peut, comment dirais-je, proposer à la vie et aux autres en fonction des situations et des projets que l'on peut avoir. L'opposition Soleil-Lune, qui crée cette pleine lune, est aussi un moment de fermeture de cycle, parce qu'à partir du moment où cette pleine lune va se produire, la lune va continuer son périple, et progressivement elle va rejoindre le Soleil. Quand elle le fera, d'ailleurs, ce sera au début du signe du Capricorne, 15 jours plus tard, le 26 décembre, cette nouvelle lune se produira au début du signe du Capricorne. Le Soleil aura évidemment évolué un petit peu, en une quinzaine de jours, il aura évolué d'une quinzaine de degrés. Donc, le fait est que cette fermeture de cycle a aussi un sens. Et ce sens, c'est qu'on entre, à partir du moment où on arrive à la pleine lune, dans un moment où il va falloir prendre en considération ce qui doit en fait se terminer, de manière à ce qu'on puisse se préparer à cette nouvelle lune du 26 décembre qui représente un nouveau départ. Et d'ailleurs, c'est la même chose pour toutes les lunaisons, sauf qu'elles se produisent dans des signes différents. Ici, on a le signe du Sagittaire qui représente le potentiel d'évolution et de réussite dans la vie. Hein, on en connaît des Jupitériens, puisque Jupiter est représenté, ou représente plutôt le signe du Sagittaire. Donc les Jupitériens sont des gens qui
ont tendance à en vouloir toujours plus. Ils sont, c'est vrai qu'ils sont opportunistes, ils sont progressistes, ils cherchent le succès, ils en ont besoin. Donc cette pleine lune, qui fait suite d'ailleurs à la nouvelle lune du 26 novembre, que j'ai évoqué dans une précédente vidéo, a été reliée aussi à ce signe du Sagittaire, puisqu'elle a eu lieu au début du signe du Sagittaire. Donc, elle représentait un moment, effectivement, où on pouvait envisager de s'engager officiellement dans quelque chose qui était important, mais il y a toujours cette dissonance avec Neptune, qui à l'époque intervenait aussi, et qui laisse supposer qu'il faut faire preuve de vigilance, parce que Neptune représente ce que l'on a tendance à croire, ce que l'on veut croire, ce que l'on a besoin de croire, ce que l'on a envie de croire, peut-être davantage que ce qui est en réalité sur le terrain. Donc, c'est cette réalité sur laquelle il va falloir faire la lumière. Cette lumière peut être faite grâce à l'énergie solaire, d'ailleurs, qui est lumière. Et le fait que la Lune va rejoindre le Soleil d'ici une quinzaine de jours, ou un peu moins, eh bien, après cette pleine Lune, représente une période au cours de laquelle il va falloir effectivement, je dirais, c'est la pensée, la Lune en Gémeaux, elle est reliée à Mercure. Et cette pensée dans le signe du Sagittaire, puisque Mercure est dans le signe du Sagittaire. Donc, c'est une pensée progressiste, c'est peut-être une pensée de voyage aussi. Donc, pour certains d'entre nous, ce sera effectivement une période marquée par des démarches, ou la clôture aussi de certains dossiers qui nécessitera des démarches administratives, ou en tous les cas officielles, un voyage, un déplacement, un contact avec le lointain. Les études sont représentées aussi par le signe du Sagittaire et par Mercure, car le Mercure qui représente le signe des Gémeaux, représente la capacité intellectuelle et les capacités de communication qui vont être très utiles pendant cette période pour exprimer ce que l'on aura besoin ou envie d'exprimer par rapport à ce qu'on cherchera à obtenir, mais également par rapport à ce qu'on cherchera à clôturer. Et cette pseudo-dissonance entre Mercure et Jupiter peut produire une exaltation excessive et parfois donc des décisions ou une façon d'exprimer les choses qui dépassera un petit peu les limites raisonnables et qui peut en fait être source d'erreurs, erreurs de jugement, erreurs de fonctionnement, et ces erreurs peuvent avoir des conséquences pas nécessairement dramatiques, mais enfin officielles en tous les cas, puisque Jupiter a tendance à représenter tout ce qui revêt un caractère administratif, juridique ou légal. Donc, on va revenir au signe, c'est vrai, le signe des Gémeaux, le signe du Sagittaire, que vous soyez né sous l'un de ces deux signes ou que vous ayez l'ascendant dans l'un de ces deux signes, vous êtes concerné par cette pleine lune, c'est sûr, mais nous le serons tous, parce que tout le monde a quelque chose dans le signe des Gémeaux et tout le monde a quelque chose dans le signe du Sagittaire, que ce soit un élément, une planète, ou bien une maison astrologique. Ça, c'est sûr que vous avez une maison astrologique dans l'un de ces deux signes, ou bien qui survole l'un de ces deux signes en tous les cas. Donc ça permet de situer aussi l'énergie. Dans quel secteur de vie elle va se manifester. Donc dans quel secteur de vie vous allez avoir à agir, à communiquer, à faire des démarches pour clôturer certains dossiers, c'est ce que ça représente. Ou tout au moins en finir avec une partie du travail à faire pour parvenir, lorsque la nouvelle lune se produira au début du signe du Capricorne, c'est une nouvelle lune importante parce que le signe du Capricorne, signe de terre, correspond à une concrétisation. La concrétisation d'un projet, la concrétisation d'une situation. Et cette concrétisation, la qualité, la valeur et les répercussions de cette concrétisation va dépendre évidemment, ou vont dépendre de ce qu'on aura fait entre cette pleine lune et la nouvelle lune qui viendra ensuite 2 semaines plus tard. Voilà. Donc ça c'est important à considérer, sachant que toujours bien sûr Neptune intervient et qu'il intervient pour en quelque sorte
fausser le jugement, le rendre moins clair, moins définitif, moins sûr. Et Neptune représente, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qu'on a tendance à croire, à vouloir croire, à avoir besoin de croire. Il faut faire attention à ça, parce que le signe du Sagittaire qui est relié à Jupiter représente un degré d'opportunisme qui pourrait s'exprimer, se manifester. Et si c'est le cas, il y a une convoitise peut-être aussi qui va se manifester. Et à partir du moment où on a envie de quelque chose dans la vie, on peut avoir tendance à colorer tout ça pour convaincre, pour se convaincre soi-même ou pour convaincre l'autre ou les autres. Et c'est là que des risques d'erreur s'immiscent parce que, en fait, on va fonctionner par rapport à ce que l'on veut voir plutôt qu'à ce qui est en réalité. Et c'est un peu ça le danger avec Neptune, qui fait l'arbitre entre les deux. Et bien Neptune va avoir tendance, en fait, à envoyer des signaux de complaisance, en disant oui, oui, c'est bien, ce que vous pensez, c'est parfait, c'est exactement ça, ne vous inquiétez pas, ça va aller, ça va aller. Mais en fait, il est possible que Neptune vous mène sur des chemins de traverse, c'est-à-dire qu'il augmente le potentiel ou le risque d'erreur, erreur de jugement, sur lesquelles vous aurez à revenir, évidemment, éventuellement, tôt ou tard, parce que soit vous vous les reprocherez, soit on vous les reprochera. Donc c'est un moment fort, en plus c'est la fin de l'année, donc c'est un moment aussi de clôture, on clôture un bilan. Et le bilan que vous avez fait de l'année 2019, quel est-il? À vous de voir. Et qu'attendez-vous de 2020? Ça c'est très important. 2020 sera une année extrêmement importante d'ailleurs du point de vue des configurations. Pour moi c'est une année qui sera historique à bien des égards. Et si vous n'avez pas déjà regardé la vidéo que j'ai faite au sujet de 2020 dans sa globalité, n'hésitez pas, parce que nous aurons évidemment cette congrégation ici, Saturne, Pluton, Jupiter en Capricorne, qui va se produire pour la première fois depuis plus de 2000 ans. Donc attention, 2020 c'est une année majeure. Et évidemment différemment selon chacun d'entre nous et selon le thème aussi astral, natal de chacun d'entre nous et ce qu'on en a fait depuis qu'on est né. Et en tous les cas, cette pleine lune est intéressante de ce point de vue, c'est-à-dire du point de vue, c'est certainement bilan à faire, mais sans complaisance. La complaisance peut être représentée par Neptune, qui peut nous inciter à continuer à y croire, entre guillemets. Mais à croire en quoi? C'est ça la grande question. Il faut croire en ce qui est a priori réalisable, ce qui peut être rejoint par la réalité, et pas de façon contrariante, parce que la réalité peut s'imposer parfois aux rêves qu'on a complètement en décalage avec le rêve. Donc ça crée une contrariété, ça crée une déception, voire une désillusion. Donc on ne va pas entrer dans cette logique-là. Il faut faire preuve de pragmatisme et mettre Mercure, c'est-à-dire son mental, son intelligence, au service de ce qui doit être, plutôt peut-être parfois qu'au service de ce qu'on a envie, de ce dont on a envie ou de ce qu'on a envie d'obtenir ou de voir. On peut avoir envie d'obtenir quelque chose, mais il faut que ça reste, comment dirais-je, réalisable, tout simplement. On a le droit d'avoir des rêves, mais il faut se donner aussi ensuite les moyens de réaliser ces rêves. Et les rêves sont représentés par Neptune. Donc, les natifs des poissons seront effectivement concernés aussi par cette configuration, par ce triangle, qui est un petit peu ce qu'on peut appeler une dissonance, mais c'est relatif parce que c'est gérable, en fait. Il y a quelque part, dans cette opposition Soleil-Lune, une complémentarité qu'il va falloir trouver. Cette complémentarité, elle est à mi-chemin des deux. C'est-à-dire pas trop de feu, pas trop d'air non plus. Si l'air éteint le feu, il n'y a plus d'action. S'il y a trop de feu, l'air est, comment dirais-je, irrespirable et devient même catastrophique parfois. Dans certaines régions du monde, on l'a remarqué récemment. Et puis, on a Mars ici en Scorpion, qui est opposé à Vesta. Vesta, dans l'astrologie que je pratique, est relié au signe de la Balance et à la notion d'harmonie et d'équilibre.
Donc il y a là aussi un potentiel de réalisation, d'entente cordiale, si on veut. Avec Mars, c'est pas toujours évident, c'est le dieu de la guerre. Donc il ne pense qu'à une chose, c'est se confronter aux autres ou à ce qu'il y a sur son parcours. D'autant plus quand il est en Scorpion, où il est quand même assez fort, comme on dit. Il est donc opposé à Vesta. Vesta, c'est l'harmonie qu'on recherche. Vesta est dans un signe de terre, Mars est dans un signe d'eau. Et là, l'eau et la terre, mélange homogène, constructif, c'est le mortier, c'est l'argile que j'évoquais précédemment. Mais il ne faut pas qu'il y ait trop d'eau ou trop de terre, sinon le mélange ne sera pas du tout ce qu'on en attend et ce qu'on peut en faire avec ensuite. Donc, il va falloir trouver évidemment le juste milieu entre cette énergie de Mars, qui est quand même une énergie combative, l'action, c'est aussi Mars, les décisions et la façon dont on s'impose dans la vie représentée par Mars, mais pas aux dépens de l'harmonie, de l'équilibre. Et en fait, étant donné que Vesta est dans le signe du Taureau, qui est un signe de terre fixe, comme on dit en astrologie, il y a un besoin effectivement d'imposer concrètement et durablement un équilibre et une harmonie. Mais pour cela, il va falloir agir, peut-être se battre, entre guillemets, ou réellement, mais avec mesure, sans excès. Sinon, ça va amener trop d'eau. Et trop d'eau, ça crée des inondations, comme on en a vu aussi récemment, et ça peut être assez catastrophique, puisqu'on a ici l'eau et la terre. La terre, elle absorbe jusqu'à un certain moment. Ensuite, elle ne peut plus. Donc l'eau, envahit tout. Et là, ça devient effectivement très préoccupant. Donc, dans nos vies, et par rapport à ce qu'on doit faire pour gérer les situations, il faudra évidemment tenir compte de cette symbolique de l'opposition entre Mars et Vesta. Et on voit, au contraire du Soleil et de la Lune, que Neptune est en harmonie avec Mars d'un côté et en harmonie avec Vesta de l'autre. Et ces liens harmoniques vont évidemment être profitables. C'est-à-dire que Neptune représente aussi la capacité qu'on a à percevoir les choses avec subtilité, sensibilité, c'est le sixième sens, c'est l'intuition, et tout ce qui peut en découler de positif, en fait, dans ce cas-là, tout au moins. Ce qui veut dire que, bien qu'on soit peut-être, qu'on s'engage dans une logique, qu'on risque de s'engager dans une logique de croyance qui risque de ne pas être en accord avec cette opposition-là, Soleil-Lune, c'est-à-dire qui peut nous faire croire des choses qui ne seraient pas le reflet de la réalité, mais nous faire croire, c'est une chose, mais vouloir croire, c'en est une autre. Donc attention à ça, mais par ailleurs, évidemment, ce lien bénéfique entre ces deux-là, ces trois-là, je devrais dire, sera évidemment très favorable à des solutions trouvées, parce qu'on fera preuve de sensibilité, d'intuition, et d'inspiration aussi, peut-être artistique ou autre, mais qui sera utile pour ne pas dépasser justement les limites raisonnables qui peuvent être représentées par cette configuration ou celle-ci. Donc Neptune, c'est la connexion qu'on a avec la dimension spirituelle de la vie. C'est quoi? C'est aussi l'invisible, c'est l'astral. Donc c'est notre capacité à percevoir ce qui pourrait advenir de ce que l'on fait ou de ce que l'on ne fait pas, sans qu'on ait nécessairement besoin d'y réfléchir ou d'analyser les choses. C'est un ressenti. Et ce ressenti, qui est l'intuition, va nous être très utile pendant cette période aussi pour comprendre en fait spontanément, je dirais, ce qu'il y aura à faire et à ne pas faire pour éviter des désaccords et pour préserver surtout l'harmonie et éviter que l'eau, qui va être ici importante puisqu'on a deux signes d'eau, mais ces signes sont compatibles et complémentaires. Donc l'énergie eau, elle pourra être canalisée, je l'espère tout au moins, et elle permettra de préserver concrètement cette harmonie, cet équilibre représenté par Vesta en Taureau.
D'autant plus que la Lune, elle, donc cette opposition Soleil-Lune, elle ne va pas durer très longtemps. La Lune va continuer son périple, elle est à 19-20 degrés pratiquement du signe des Gémeaux. Il lui reste 10 degrés à parcourir, ça correspond à peu près à 20 heures. Donc 20 heures après cette pleine Lune, la Lune va passer en Cancer. Et son rôle va changer au fur et à mesure qu'elle va changer de signe. Elle va avoir une influence différente, d'abord sur notre émotionnel et la manière dont on va l'exprimer et l'exploiter. Donc, par contre, cette opposition va perdurer. Et cette harmonie avec Neptune aussi, bien sûr, parce que ces astres sont beaucoup plus lents que la Lune, qui, elle, met 2 jours et demi pour traverser un signe. Mars a besoin de 6 semaines quand même pour faire ce travail-là. Et pour Vesta, qui met à peu près 48 mois, c'est-à-dire 4 ans pour transiter un signe, son parcours dans un signe, pour transiter autour du zodiaque, je veux dire, son parcours dans un signe équivaut à peu près à 12 semaines, le double de Mars. Donc ces deux-là seront toujours en opposition pendant quelque temps. Et Neptune sera toujours en harmonie avec ces deux-là aussi, alors que l'opposition Soleil-Lune aura disparu depuis bien longtemps. Mais le Soleil restera en dissonance avec Neptune jusqu'à ce qu'il sorte du signe du Sagittaire, c'est-à-dire jusqu'au 21 décembre à peu près. Et donc il faut tenir compte de ça, parce que le Soleil en dissonance avec Neptune, je veux dire, va continuer d'avoir une influence un peu confuse. Il ne faut pas oublier que le Soleil, c'est l'action d'une certaine manière. Le Soleil représente ce que l'on a besoin ou envie d'être socialement, professionnellement, c'est notre image de marque. C'est ce qui permet aux autres de nous voir, c'est la lumière, le Soleil. Donc il faut rester raisonnable, c'est-à-dire que, en fait, cette dissonance Soleil-Neptune peut produire aussi une confusion dans la façon dont on va se montrer aux autres. Et donc des erreurs sont possibles, et des erreurs de jugement que l'on va faire, ou des erreurs de jugement qui seront faites par ceux qui nous entourent, parce qu'on aura eu une certaine façon de se présenter, de s'exprimer, etc., qui mènera à ces erreurs de jugement et d'observation. Donc oui, il y aura un effort à faire jusqu'à la sortie du Soleil du Sagittaire pour entrer en Capricorne, parce que là, il va rejoindre évidemment Jupiter, qui va rejoindre aussi Saturne et Pluton. Vénus est en Capricorne. Pour les natifs du Capricorne, c'est une période très intéressante avec cette Vénus ici entre Saturne et Pluton, en harmonie avec Vesta et en harmonie avec Neptune. On peut même dire qu'il y a un lien harmonique avec le signe, avec Mars, même si c'est un petit peu large. On va tirer dessus pour lui donner de la puissance. Et tout ça, c'est du concret. Donc les natifs du Capricorne peuvent obtenir effectivement du concret pendant cette lunaison, s'ils sont bien préparés, c'est-à-dire s'ils fonctionnent plutôt que de fonctionner par rapport à cette opposition que j'ai évoquée tout à l'heure, s'ils fonctionnent par rapport à leur conviction et leur réalité, en faisant attention de rester aussi pragmatique, raisonnable, etc. que possible. Donc cette lunaison peut être, cette demi-lunaison peut être intéressante évidemment pour eux, pour les natifs du Capricorne, peut-être plus particulièrement ceux du 3e décan, 2e et 3e, comme on le voit ici, mais également le 1er décan, puisque Jupiter va arriver en Capricorne et qu'il restera dans le 1er décan pendant quelques temps quand même. Voilà, donc je ne vais pas parler de tous les signes parce qu'on n'aura pas le temps. Le fait est que toutes ces configurations agissent pour tout le monde, quel que soit le signe, quel que soit l'ascendant. Seulement, ce groupe, par exemple, en Capricorne, qui est très important, va se situer dans votre thème, dans une certaine maison, dans un secteur du thème. Peut-être qu'il va entrer en conjonction avec des éléments que vous avez dans ce signe du Capricorne. Surtout si vous êtes né sous le signe du Capricorne, évidemment, vous êtes davantage concerné. Si vous êtes né sous le signe du Sagittaire, vous êtes également concerné, ou né sous le signe des Gémeaux et des Poissons, comme je l'ai dit tout à l'heure. Taureau, Scorpion, voilà, ce sont des signes dans lesquels il y a quelque chose en ce moment, des astres en particulier. Donc, évidemment, ils sont principalement concernés par ces énergies qui sont là. C'est réel, ça existe, un astre, une planète, et ça a une énergie, un rayonnement.
Donc, si vous avez besoin d'informations parce que vous êtes dans une situation particulière, vous posez des questions, vous avez un projet à réaliser, ou bien vous avez des démarches à faire, quelle que soit en fait votre situation, si vous avez besoin d'une réponse à une question, n'hésitez pas, contactez-moi par le biais du site de l'École Ablas, ne m'écrivez pas directement par email, il y en a encore qui le font, je ne peux pas répondre à moins que je vous connaisse, sinon je n'ai vraiment pas la possibilité de répondre aux emails directement. Visitez le site de l'École Ablas, donc vous avez l'adresse ici, hein, notez-la, et vous aurez sur ce site tous les renseignements nécessaires pour poser une question. Si vous souhaitez simplement une réponse à une question, ça peut être tout à fait suffisant pour vous éclairer dans un domaine ou dans un autre. Une question, un domaine, pas une question, 4-5 domaines. Non, parce que ça correspond à 4 ou 5 questions dans une. Ça arrive qu'on me fasse ce genre de choses, donc évidemment, je réponds en demandant de faire un choix sur un domaine, une question, un domaine. Voilà. Par contre, si vous avez besoin de prévisionnel à beaucoup plus longue échéance et dans différents domaines de votre vie, même chose, vous trouverez sur le site des liens qui vous permettront de commander une analyse de révolution solaire, une analyse des transits planétaires ou d'autres types d'analyses que vous trouverez sur ce site. Voilà. J'ai terminé cette analyse. Je vous remercie de votre attention, de votre intérêt pour mon travail et je vous donne rendez-vous le 26 décembre, enfin avant, puisque je la mettrai en ligne au moins une semaine avant, pour la nouvelle lune qui aura lieu. Ce sera la dernière nouvelle lune de 2019 et elle sera certainement aussi très intéressante et importante à analyser, d'autant plus qu'elle va se produire dans le signe du Capricorne. Voilà. À bientôt. Au revoir.